Ok. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'art du NFT. Tous les jours en direct de Clubhouse avec Benjamin. On vous parle d'actualité et on fait venir des super invités. Et aujourd'hui, on va encore parler métavers, vu qu'on est dans la continuité de l'épisode dernier avec Swiss CryptoCat. Et salut au gars qui vient de nous rejoindre au passage. Salut Hogar, ça fait content, plaisir de te voir. Bonjour. Ouais, salut. Enfin, Ça me fait plaisir aussi d'être là parce que ça fait un moment quoi, que je suis pas allé sur Clubhouse tout simplement. bah voilà, bienvenue, ça fait un plaisir de voir ton avatar évidemment, puisque on est dans le Metaverse Clubhouse. Après de bonnes vacances au gars, j'ai suivi un peu les petites photos que tu postais. Ça donnait envie. Enfin bref, on va commencer avec un petit peu d'actualité avant de passer au sujet du jour, qui est l'exploration avec Hogarth du métavers, des nouveautés, et tout ce qui se passe un petit peu de ce côté-là. Est-ce que Benjamin, tu as des petites nouvelles pour nous déjà? Oui, j'avais prévu de parler de quelques petites nouvelles, mais je pense que je vais placer mon intervention sous le thème de Facebook, qui est un réseau social que je ne porte pas forcément dans mon cœur, mais on n'est pas là pour parler de ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Moi, je pense que Facebook est en train d'annoncer deux choses absolument majeures, à mon sens, pour les NFT. J'en ai parlé déjà. La première chose, c'était la semaine dernière. Même la presse grand public en a parlé. Je crois que j'ai lu ça dans Libération, dans Le Figaro, même dans le New York Times. Il y avait une grande page, une pleine page sur Facebook qui lance ce qu'ils appellent un métaverse, mais rentrons pas dans la technique. Ce que va proposer Facebook, ce sont des réunions à plusieurs personnes dans un univers virtuel. Donc le but est d'avoir évidemment ces lunettes, les fameuses lunettes Oculus, enfin le casque réalité virtuelle. Alors ils parlent de Oculus parce que c'est une marque qu'ils ont rachetée il y a quelque temps, mais peu importe, l'idée c'est d'avoir un casque de réalité virtuelle et de participer à une réunion virtuelle. Évidemment, le Covid a précipité toutes ces applications distancielles, comme on dit chez nous. Et c'est une vraie révolution parce que ça va projeter la plupart des gens dans un univers virtuel. Alors, on avait l'habitude, pour ceux qui font du gaming, ils ont l'habitude, mais pour ceux qui voulaient juste travailler, faire une réunion de travail, c'est tout à fait novateur, c'est tout à fait incroyable ce que Facebook va proposer. Si j'ai bien compris, l'idée, c'est que celui qui va lancer la réunion, lui, devra disposer d'un casque VR, mais les autres participants auront juste besoin d'un compte Facebook et à ce moment-là, ils verront sur leur écran en deux dimensions la réunion. Mais qui dit réunion virtuelle dit bureau virtuel, dit ambiance virtuelle, dit que chacun aura son avatar, tout comme nous là sur Clubhouse. Vous voyez, c'est amusant. On est trois sur scène et tous les trois, nous avons un avatar fait sur ordinateur, soit en 2D, soit en 3D. Mais l'idée, c'est d'avoir un avatar. Et donc, j'avais lu que, par exemple, Zuckerberg, évidemment, s'était présenté à une première réunion d'essai et déjà son t-shirt était à vendre sous forme de NFT. Donc, on va retrouver dans le monde du travail et dans le monde dit sérieux, des réunions de travail, on va retrouver cet attrait pour les objets, pour les collectibles que l'on va pouvoir acheter, revendre ou même trouver de manière originale pour se démarquer des autres, comme on le fait dans la vie réelle avec un beau costume ou un beau t-shirt ou des belles baskets. On va aussi dans ce métaverse-là essayer de s'apprêter, de trouver des choses originales. Et là, Facebook a marqué, à mon avis, un premier point dans les NFT. Le deuxième point, c'est ce qui s'est passé cette semaine, c'est ce qui a été annoncé, c'est que maintenant, Facebook va lancer et son wallet et sa crypto-monnaie, évidemment. Alors, ça me permet de rentrer dans l'importance d'une crypto, l'importance d'un wallet. Pour ceux qui ne le savent pas, d'abord en préambule, Facebook, j'ai revérifié ce matin parce que j'y croyais pas, c'est quand même quasiment 3 milliards d'utilisateurs. Donc quand on sait qu'on est 7 milliards sur Terre, on peut dire que presque plus de 40% de la population mondiale a un compte Facebook. Alors je crois qu'il y en a là-dessus 2 milliards qui l'utilisent régulièrement. Donc il faut imaginer la force de frappe quand Facebook va sortir sa crypto-monnaie et la force de frappe quand Facebook va sortir son wallet qui permettra de se connecter à la fois sur Facebook, mais sur Messenger, sur WhatsApp et sur Instagram en même temps, puisque toutes ces marques-là font partie du groupe Facebook. Il faut imaginer la puissance de déploiement de cette crypto-monnaie et de ce wallet accessible à
3 milliards d'utilisateurs sur Terre qui, en un seul clic, pourront à la fois avoir une crypto-monnaie qui sera stable, hein. Ce sera évidemment ce qu'on appelle un stablecoin, c'est-à-dire qu'ils attendent évidemment une autorisation des autorités de marché pour émettre cette crypto-monnaie qui sera évidemment basée sur le dollar, c'est-à-dire que $1 égale une crypto Facebook. Donc ce wallet va s'appeler Novi et pardon, la crypto va s'appeler, avant c'était Libra en 2019, mais elle va s'appeler Diem quand elle va sortir, je pense, cette année en tout cas. Donc, je voulais vraiment insister là-dessus. Je sais que Facebook est très décrié, on l'utilise à mon avis pas beaucoup, toi et moi, ni peut-être là dans cette communauté Clubhouse, mais il n'empêche que c'est aujourd'hui eux qui captent l'ensemble des budgets publicitaires, enfin une grosse partie des budgets pub avec Google et YouTube, mais ils captent aussi l'audience et c'est eux qui vont être vecteurs d'applications et de technologies, et surtout pour l'adoption massive des crypto-monnaies, des NFT. Ça, je pense que c'est pour moi la plus grande nouvelle de la semaine et à mon avis la plus grande nouvelle de ces derniers mois, c'est que l'adoption massive des NFT va arriver certainement plus vite que prévu. Et alors là, donc aujourd'hui, dans cette room, je pense qu'aujourd'hui, on est peut-être une dizaine. Mais quand Facebook sortira tout ça, on sera des milliers dans notre room NFT. Voilà, je voulais parler de ça, mais je ne sais pas s'il faut déployer un peu plus d'informations. Mais pour l'instant, j'en ai pas tellement plus. D'ici là, t'inquiète pas que Zuckerberg il aura sorti un clubhouse de Facebook pour avoir ses propres rooms. Ouais, non, c'est super résumé. Merci beaucoup, Benjamin. Et c'est effectivement intéressant qu'une entreprise aussi centralisée et massive que Facebook, qui pèse plusieurs milliards, je pense, en bourse, euh, une entreprise comme ça aussi massive se mette à embrasser la technologie blockchain, c'est génial pour l'écosystème parce que ça met un petit coup de boost et un coup de pied dans la fourmilière au niveau des institutions et de la régulation, etc. Maintenant, philosophiquement, je pense qu'il y a quand même un gros problème qu'une entreprise aussi centralisée utilise la technologie décentralisée. Mais après, à voir, il ne faut pas se fermer à l'innovation et si ça peut accélérer la transition, tant mieux. Mais Euh, tu as raison, Florence, c'est une entreprise. On peut parler de ça juste 2 minutes parce que tu as raison, c'est central. Tout l'intérêt des blockchains et des cryptos, c'est que c'est décentralisé. C'est-à-dire que ce n'est pas géré par une autorité centrale qui va faire la loi, qui va dire qui peut rester, qui peut partir. En revanche, on parle beaucoup des stablecoins et on sait tous que la Chine est en train de faire son stablecoin, c'est-à-dire sa crypto-monnaie adossée à une monnaie nationale régie par une banque centrale. Donc en fait, c'est une monnaie digitale régie par une banque centrale. Et on sait tous que ça va quand même participer à l'adoption des crypto-monnaies dans le monde. Là, on parle de beaucoup de gens qui suivent le Bitcoin, savent que le pays, le Salvador, a changé sa constitution pour adopter le Bitcoin comme monnaie de paiement. Euh, Pas le Bitcoin comme seule monnaie, mais comme deuxième monnaie officielle de paiement. Et j'ai lu hier qu'il y avait déjà 200 distributeurs de Bitcoin qui étaient installés dans le Salvador. Mais tu te doutes bien qu'à ce moment-là, ces Bitcoins du Salvador, ça veut dire que déjà les États s'y intéressent. Et il y aura de toute façon aussi, pour qu'il y ait une adoption massive, il y a toujours à un moment donné une centralisation quelque part. Mais ça n'empêche que des crypto-monnaies, de toute façon, ici, tout le monde le sait, il y en a déjà une centaine. Enfin, il y en a même des milliers, mais on va dire que des crypto-monnaies sérieuses, très décentralisées, il y en a encore quelques-unes. On n'est pas obligé d'utiliser Diem de Facebook, la crypto de Facebook. Mais en tout cas, cette crypto de Facebook permettra l'adoption massive et permettra d'apporter la confiance en général. Bon, on va pas trop parler de Facebook parce que ça leur fait trop de pub. Sachant qu'on n'est plus beaucoup à l'utiliser, je suis sûr. De toute façon, tout le monde connaît, quoi. Du coup, il y a Instagram et WhatsApp aussi qui appartient à Facebook, il me semble. Ouais, c'est ça. Oui, Donc, il y a aussi, ouais, non, il y a Messenger qui est la messagerie sur Facebook, il y a Instagram, il y a WhatsApp. Effectivement, et l'idée de ce C'est wallet, gigantesque. c'est ça, c'est gigantesque parce que si avec un seul wallet, tu peux te connecter à 4 réseaux sociaux en même temps, c'est ça l'intérêt. Moi, je pense que c'est l'intérêt du wallet aussi. On pourra en parler, mais je pense pas qu'on ait le temps maintenant. Mais on pourrait parler de l'importance d'un wallet qui est ce petit bout de logiciel qui vous fait passer de l'Internet à la blockchain. En fait, le lien entre votre Internet classique de tous les jours
Et une blockchain, c'est ce qu'on appelle un wallet, qui est la traduction de portefeuille, qui n'est pas vraiment un portefeuille, mais qui permet en tout cas une connexion à la blockchain et donc qui permet de faire transiter à la fois des NFT évidemment, mais à la fois aussi de la crypto-monnaie ou d'autres actifs digitaux. Donc l'idée, on voit bien que dans les réseaux sociaux, la révolution des réseaux sociaux, c'est le token social, c'est-à-dire que prochainement, on vous proposera des rémunérations si vous faites un post qui a été liké, ou les gens, au lieu de mettre juste un like, pourront vous envoyer un petit peu de crypto-monnaie, ça peut être quelques centimes, peu importe. Mais l'idée, c'est que c'est d'une rémunération. On a beaucoup parlé du play to earn. On a parlé des Axie Infinity, qui est un jeu où à chaque fois qu'on joue, on gagne des crypto-monnaies. Donc on est vraiment dans cette mouvance-là et ça fait partie de la révolution des NFT, c'est clair. Et d'ailleurs, il y avait eu pendant l'été, je crois que c'était, enfin début de l'été, justement des gens d'Instagram qui avaient commencé à approcher des artistes, des créateurs de NFT qui fonctionnaient bien, justement pour parler du projet d'Instagram, enfin, où Instagram pourrait potentiellement hoster directement les NFT des artistes. Et ça avait fait un peu de bruit parce que du coup, ils avaient demandé de signer un NDA, un Non-Disclosure Agreement, enfin une clause de confidentialité, et où ils mettaient plein de conditions, etc. Et donc du coup, ben, les artistes qui marchaient bien déjà sans l'aide de Facebook, ils ont été plutôt hostiles, et donc il y a eu pas mal de, de blagues qui ont été échangées justement sur le fait que qu'Instagram ait commencé à faire à bouger justement sur l'écosystème NFT. Donc c'est intéressant de voir comment au niveau global c'est en train de se goupiller. Il y a une autre actualité qui n'a pas trop de rapport, mais qui est quand même intéressante. C'est là récemment, il y a des chiffres qui sont sortis. Il faudra les double-checker, mais normalement, OpenSea, là, à l'heure actuelle, représente 98% du volume de transactions des NFT. Ce qui est énorme, clairement, mais quand on voit les chiffres là, du mois d'août, enfin, c'est compréhensible, on va dire. Sachant que les autres plateformes tournent bien, enfin les plus connues, donc tout ce qui est Foundation, Super Rare, qui a sorti son token récemment. Enfin, chacun maintenant commence à trouver plus ou moins son segment, mais c'est vrai que là, la domination d'OpenSea est vraiment écrasante. Et c'est un, je ne sais pas comment expliquer ça pour le coup. Je ne sais pas si c'est que, enfin voilà, ils ont été les premiers, ils ont développé des outils qui ont été vraiment décisifs, du style le lazy minting, donc la capacité à créer des NFT sans brûler de frais de gaz, de frais de transaction, et qui pendant le pic en fait est vraiment excessif et peut coûter très cher de créer des NFT. Ça peut aller au-delà des 100 euros. Donc, ce qui est normalement, ce qui est censé coûter que quelques centimes, qu'on soit clair, parce que c'est des transactions. Enfin, l'idée, c'est vraiment que ça soit un protocole démocratique, que ce soit pas juste pour les riches, que ce soit aussi pour le tiers-monde d'utiliser les blockchains. Mais là, à l'heure actuelle, la réalité est un peu différente. Et donc, voilà, je ne sais pas ce qui explique le succès actuel d'OpenSea, mais c'est en tout cas, c'est assez remarquable, sachant qu'ils sont une toute petite équipe d'une quarantaine de personnes. Et l'année dernière, ils étaient encore 5 ou 6. Donc, on voit que ça avance très vite sur le marché. C'est bien que tu parles d'OpenSea parce que moi, ça m'évoque, toi comme moi, dès qu'on clique sur un NFT sur Twitter ou ailleurs, ça nous ramène très 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 souvent sur OpenSea parce que pour moi, c'est un petit peu le Google des NFT dans le sens où effectivement l'interface est très simple. D'abord, elle est arrivée avant tout le monde il y a assez longtemps. L'interface est très simple d'utilisation, elle est très sobre, elle est sur fond blanc. On tape un mot-clé et on retrouve immédiatement les NFT qu'on veut. C'est exactement comme Google, c'est-à-dire qu'il y a à mon avis, déjà peut-être des centaines de milliers de NFT qui sont absolument introuvables, si ce n'est en tapant un mot-clé très précis. Et donc on fait comme Google et je vois bien que c'est la place de marché de seconde, enfin de revente des NFT qui est la plus sollicitée parce que tout le monde à un moment donné s'est connecté à OpenSea, tout le monde a son wallet connecté plus ou moins tous les jours à OpenSea. Donc c'est vraiment le passage obligé, je pense, pour tous ceux qui achètent et qui vendent des NFT et qui cherchent une place de marché constante et stable, à mon avis. Et c'est surtout parce qu'ils ont pris
Là où les galeristes comme Super Rare, etc., ont réfléchi en galeriste en disant, nous, on expose des produits et les gens viennent sur notre site regarder nos produits. Là où eux, ils ont aggloméré tous les tokens euh, euh, possibles et imaginables. Ils intègrent même Matic, bientôt Tezos, sur plusieurs chaînes maintenant. Et j'imagine même que Rarible qui essaye d'agréger aussi un petit peu, j'imagine même que une grosse partie du volume d'OpenSea vient du fait que les gens achètent des NFT venant d'autres contrats mintés sur d'autres plateformes, mais sur OpenSea. Ouais, c'est un bon point, effectivement. Sachant que il y a un petit problème avec cette pratique, c'est qu'en général, les droits de suite sont perdus en fait quand on passe d'une plateforme à une autre. Même si en fait c'est pas, enfin sur OpenSea quand il y a une vente, il y a quand même des droits de suite, mais qui du coup sont donnés au projet et c'est ensuite, enfin au projet derrière le contrat, donc la plateforme par exemple SuperAir. Et c'est ensuite à SuperAir de redistribuer les droits de suite aux artistes. Donc pour l'instant, c'est un peu compliqué avec le IP là qu'il y a eu. Enfin bref, c'est assez technique. On va pas partir là-dedans, mais ouais, c'est un bon point. Et c'est vrai que Rarible, au final, passe quand même sur. Enfin, c'est à peu près le même fonctionnement qu'OpenSea, c'est-à-dire que c'est entièrement ouvert et n'importe qui peut créer sur cette plateforme. Maintenant, eux, ils ont sorti un token. Je sais pas si c'est ça. En fait, euh, ils ont sorti un token il y a un an, ouais, il y a pile poil un an, et via ce token, en fait, qui rémunérait les achats et les ventes de NFT, ils ont vraiment propulsé leur business model et leur communauté, et ils avaient vraiment beaucoup de volume. Je pense que ça devait se jouer à peu près pareil que OpenSea à une époque. Et le problème que ça a amené ce token, c'est des abus. Euh, C'est-à-dire que ben, il y avait des gens qui achetaient et qui vendaient juste pour récolter le token, et donc qui achetaient et vendaient n'importe quoi. Il y avait on les a pas mal accusés aussi de wash trading, de blanchiment d'argent, etc. Et sur ce sujet, d'ailleurs, il y a nonfungible.com qui ont sorti un super rapport qui détaille justement les risques et s'il y a vraiment du wash trading, enfin euh, du blanchiment d'argent qui se fait à travers les NFT. Donc je vous conseille vivement d'aller regarder ce rapport vu qu'il est gratuit et en ligne pour justement qui évoque ce sujet et qui essaye de se rendre compte si effectivement il y a enfin, si ce problème est vraiment aussi récurrent qu'on commence à le faire sortir ou si c'est pas justement les détraqueurs. Après, la thématique de l'impact négatif sur l'environnement des NFT, maintenant ils cherchent un nouvel angle d'attaque, donc on ne sait pas, mais bon, à voir. Allez lire le rapport. Euh, J'aimerais bien qu'on passe à toi, Hogar, qui a été patient, parce que du coup, tu fais un truc génial. Tu fais un métier qui n'existait pas il y a quelques années. Et je pense que du coup, ça va inspirer pas mal de monde qui va nous écouter ce soir en direct ou sur podcast, sur vos plateformes préférées. Du coup, Hogar, tu es architecte métaverse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, enfin, ou tu te définis comme tu veux, évidemment. Moi, c'est comme ça que je t'avais mémorisé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton métier et de ce que tu fais dans la vie de tous les jours? Euh, Globalement, moi je suis designer. J'ai été amené à découvrir les NFT il y a plus d'un an et demi. Et ça a vite dérogé sur les métaverses, les différents mondes virtuels comme Decentraland, CryptoVoxel, Sandbox, Somnium, Substrata, et maintenant il y en a encore plein. Et, euh, et tout simplement, en fait, les gens me sollicitent pour créer leur espace virtuel en 3D euh, sur, euh, sur ces mondes virtuels qu'ils utilisent pour afficher soit de la communication si c'est des entreprises, soit des œuvres si c'est des artistes, soit
des places de concert, des endroits pour se retrouver, des endroits pour vendre des vêtements virtuels, des tokens divers et variés, faire la promotion de projets de DeFi. Donc énormément d'applications en fait, tout simplement. Je crée des espaces et selon l'activité des gens, les gens s'implantent dans une ville virtuelle et, euh, et je réalise leurs projets. Et ça, tu le fais sur justement tous ces métaverses où tu as une préférence en particulier qu'est-ce que tu fais d'habitude? Alors moi j'ai clairement une préférence pour CryptoVoxel. C'est là où j'en ai le plus fait, c'est là où j'apprécie le plus d'en faire. Puis j'adore les voxels en général. Euh, j'ai énormément de land sur Sandbox. Et j'ai pu expérimenter de faire des jeux. Decentraland et Somnium, j'ai fait quelque chose là-bas, mais j'ai un peu de mal avec leur outil de création en fait. Ok, donc Hogarth, pour que je comprenne bien, en fait, il y a par exemple une galerie d'art physique, mettons une galerie classique, qui viendrait te voir, ou qui est peut-être déjà venu te voir, et qui te dit, j'ai acheté un espace dans CryptoVoxel, par exemple, j'ai acheté un terrain qui fait 10 mètres par 10 mètres, comme ça, je dis ouais, comme un peu n'importe quoi, je ne connais pas les tailles sur CryptoVoxel, et donc cette galerie te demande un devis, et toi tu dis, voilà, pour créer votre galerie sur 2 étages, de manière virtuelle, voilà le devis, voilà le temps que ça va me prendre, je programme avec de telle façon, les murs seront de telle couleur, il y aura une sensation de tel matériau, etc. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Ouais, globalement. Avec tout un panel de gens, des gens qui ont une idée très précise de ce qu'ils veulent et des gens qui me laissent en freestyle complet. Mais effectivement, tu as très bien résumé le processus. Ok, donc il y a déjà des galeries d'art qui sont venues te voir, tu as conçu, tu peux nous donner quelques noms ou ça reste confidentiel? Non, pas spécialement. Tout est dans mon portfolio, mais il y en a eu des Allemands, plusieurs Allemands, Virtual Galerie Berlin, Magal. Ensuite, bon, c'est un peu dur de faire une liste exhaustive ou non exhaustive, mais ouais, des gens d'Amérique du Sud, des gens aux États-Unis. Euh, D'accord, ok, c'est intéressant. Ouais, ça vient du monde entier. Mais ce qui m'intrigue, c'est par rapport à l'art. Est-ce que, par exemple, les galeries ont déjà digitalisé leurs œuvres ou est-ce que toi, tu proposes une installation spécifique pour leurs œuvres? Est-ce que tu digitalises les œuvres? Est-ce que ce Ah sont non, des... non, 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 non. À partir du moment où l'œuvre est un NFT, dans n'importe quel métaverse, on peut les afficher en tant que NFT. Donc on met juste le lien vers le NFT. C'est justement tout l'intérêt de ces espaces virtuels. Ça donne une utilité en plus aux NFT, c'est-à-dire on ne doit plus forcément les imprimer ou bien les afficher chez soi sur des écrans spécifiques qui sortent maintenant, qui ressemblent à des cadres. On peut aussi les exposer dans des mondes virtuels. Donc, de ce fait, si tu es collectionneur de NFT, d'office, tu deviens un galeriste et d'office, tu peux te créer ton petit musée. Donc, par exemple, Super Rare n'a pas de galerie officielle. C'est juste plein de gens ont acheté chez Super Rare et affichent dans leur centre d'exposition. Et donc, il y en a qui profitent pour créer des musées de crypto. Enfin, il y a le MoCA, donc le Museum of Crypto Art, le MoMA, Museum of. Je sais plus ce que c'est Modern le M, mais Art. c'est pas le même que. Non, non, c'est pas le même, justement. Euh, mais on va retrouver plein de types d'organisations. Je crois même qu'il y a une organisation française qui s'appelle les collectionneurs, où aussi ils créent leur musée. Enfin, et les artistes eux-mêmes s'exposent aussi. C'est-à-dire que j'ai des gros artistes comme Lota Monet, Elis Lopez et d'autres qui, eux, ont voulu une galerie pour exposer leurs œuvres ou ajouter une dimension en plus, c'est-à-dire aller vers l'installation artistique. C'est-à-dire, je fais une installation, soit éphémère, soit permanente, qui va
s'adapter aux œuvres que moi je diffuse. Je vais créer des salles d'ambiance, ou bien je vais mettre une énorme statue que je vais vendre en plus. Il y a vraiment un panel de gens qui veulent des choses différentes qui rend ce métier très intéressant et hétéroclite. C'est chouette que tu parles d'installation parce que j'avais envie d'évoquer ça aujourd'hui parce que cette semaine j'ai vu que Nifty Gateway, la très célèbre plateforme de vente de NFT, proposait des œuvres qu'ils appellent des installations digitales. Et c'est exactement ce dont tu parles. Donc il y a un artiste qui s'appelle Paul Milinski que je vous invite à aller voir et lui vous place dans un hall, un grand hall d'accueil tout en marbre avec une installation à base de pierre, à base de plaques de métal, et puis il y a de la pluie qui tombe dessus. Et finalement, on a la sensation d'être dans un musée ou dans une grande galerie d'art et de regarder une installation, de tourner autour, de pouvoir sentir les matériaux. Et on sent bien que l'artiste a réalisé tout ça tout en 3D, hein, c'est totalement virtuel. Mais il y a un grand réalisme, ce qui fait qu'on a le sentiment d'être face à une statue, comme tu disais, enfin, tu parlais d'une œuvre, d'une statue, mais là, je suis devant Nifty Gateway et là, je vois, je tourne autour d'une installation artistique avec effectivement des matériaux, des minéraux, etc. C'est assez émouvant de voir que tout ce tout ce qu'on peut ressentir artistiquement dans un musée, on peut finalement arriver à transmettre cette émotion de manière digitale dans une œuvre 3D. Et je sais que tu es beaucoup sur CryptoVoxel, j'y suis allé pas mal aussi, et effectivement, il y a des choses vraiment très créatives qui se font. J'ai encore une question au Gard, toi au niveau créatif, parce que c'est toujours ça qui m'intéresse dans les NFT, c'est la création. Est-ce que tu as pu te lâcher, entre guillemets? Est-ce que tu as pu faire des choses assez étonnantes, délirantes, ou est-ce que tu es contraint dans un cadre que le client te fixe? Bah, je suis contraint dans le cadre du temps, c'est-à-dire que bien sûr, des fois, j'aimerais bien faire des trucs, mais ça me prendrait des mois. Donc il y a le cadre du temps qui me contraint effectivement, parce qu'en plus, je me fais payer autant que je passe. Donc je dois aussi bien, enfin aussi, dans le process de négociation du devis, il y a aussi cette composante qui rentre en jeu forcément. C'est-à-dire que je peux pas lui faire le même truc de ouf en 3 jours qu'en 6 jours, qu'en 9 jours. Donc ça, c'est aussi le client qui choisit. Souvent, les clients, ils veulent des trucs un peu minimalistes pour parler à tout le monde. Mais oui, il y a des gens, des fois, qui me laissent péter un plomb. La dernière fois où ça arrivait, c'était mon ami allemand, Magal, justement, qui lui voulait faire une exposition d'art génératif, donc de l'art généré par, je vais pas dire une intelligence artificielle parce que ça serait galvauder un peu l'expression, mais c'est en tout cas un robot, quoi, Un pas un être humain, algorithme. un script, un processus, un algorithme. Et il m'a laissé faire ce que je voulais, quoi. Donc j'ai fait un énorme bâtiment qui ressemble à un CPU, quoi, GPU, une carte graphique, un processeur. Et j'ai créé une espèce d'intelligence artificielle, une espèce de robot qui serait lui-même construit à partir de bric-à-brac qu'il aurait trouvé à proximité pour prendre une forme d'apparence et contrôler le bâtiment et créer justement des œuvres digitales. C'est ultra intéressant, ça me donne des milliers d'idées. Du coup, enfin, parce que là, pour moi, le métavers, j'ai l'impression que c'est vraiment une extension, tu vois, des NFT, dans le sens où il y a ce côté, enfin, c'est une innovation technologique avant tout, mais qui permet du coup des représentations artistiques, financières, etc. Est-ce que justement, on pourrait conceptualiser, ou ça serait possible de faire un, un bâtiment qui soit génératif aussi, c'est-à-dire qui pourrait changer en fonction, ben, je sais pas, des voisins, par exemple, ou est-ce que c'est À l'heure fixé, c'est actuelle, figé dans le... philosophiquement, tout est possible, c'est-à-dire que tout peut être fait. La seule chose à régler, c'est le degré d'acceptation du produit fini. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de concessions qu'il y aura à faire sur un certain nombre de sujets. Dans l'ergonomie, par exemple,
il y aura des bugs visuels, ça ne sera pas parfait, ça ne sera pas un jeu vidéo de dernière génération, il n'y aura pas des éclairages comme on veut. Bon, une fois que tout ça est admis, sur le plan de l'imagination, on peut mettre en place ce qu'on veut. Ben ouais, du coup, ça peut toujours être, tu vois, comme disent les développeurs, it's not a bug, it's a feature. Donc, Non, mais exactement, hein. Et c'est arrivé plein de fois, quoi, que justement un bug devienne une feature, ou une feature un bug, ou que pour pallier à un bug, on développe d'autres techniques qui du coup deviennent prépondérantes. Enfin, c'est très organique, parce que on travaille sur des environnements en bêta-test. mais c'est ultra intéressant. Et du coup, toi, ça fait plus d'un an et demi que tu es sur CryptoVoxel. Et comment tu as vu l'évolution récente là enfin, il y a eu un gros boom au niveau des prix qui fait que maintenant c'est de moins en moins abordable, on va dire, d'acheter un terrain dans CryptoVoxel. Mais comment tu vois cette évolution? Est-ce que les prix continuent d'augmenter en ce moment? Est-ce que l'engouement s'est un peu ralenti? Est-ce qu'il y a de l'affluence, enfin, des gens qui commencent à Euh, visiter plus? il y a une effervescence à l'achat. Il y a de plus en plus de gens qui utilisent, parce que pour moi, c'est deux choses différentes. Il y a les gens qui achètent des parcelles dans le but de faire un investissement financier, de la revendre plus tard. Ces gens-là, souvent, ils laissent les terrains en friche. Mais de ce fait-là, il y a énormément d'endroits qui sont en friche. Maintenant, CryptoVoxel spécifiquement, c'est l'un des lieux où il y a le moins d'endroits à acheter dans le metaverse actuellement. C'est-à-dire que je crois qu'il y a aux alentours de 6000 parcelles, là où sur Decentraland, je crois qu'il y en a 80 000, si je ne dis pas de bêtises, ou 40 000. Mais c'est pas le même ordre de grandeur, on rajoute un zéro en tout cas. Et Sandbox, c'est pareil, c'est aux alentours de 40 000. Je crois que c'est 80 000 Decentraland, 40 000 Sandbox. Donc, déjà, il y a ce fait que du coup, le supply est plus bas. Donc, il y a plus de gens qui achètent. Et oui, les prix ont grimpé. Moi, à la base, la parcelle que j'avais au tout début, elle s'était vendue initialement aux alentours de 0,30 ETH. Elle a été rachetée plus tard 0,7. Et là, aujourd'hui, des bots, donc pas des gens qui font des vraies enchères, c'est-à-dire des bots qui placent des offres agressives systématiquement en dessous du floor du marché pour acheter énormément de biens. Aujourd'hui, ils me font des offres à 2 Ethers, 2 Ethers,2. Donc, c'est-à-dire que rien qu'en termes d'Ether, la valeur, elle a fait presque x10 Oui, et en un an. sachant qu'en plus, l'Ether aussi a pris de la valeur, je présume, depuis la dernière Oui, fois. à ça, tu rajoutes le fait que l'Ether a fait x15. Donc, tu fais x15, x10, ça fait x150, c'est beaucoup. C'est ça. Et sachant qu'en plus, c'est comme tu dis, c'est des robots qui te font des propositions. Donc ces robots, ils sont très agressifs, Oui, ils ça veut dire que achètent. c'est en dessous du prix du marché. C'est au-dessous du prix du marché. C'est au moins, à minima 40% en dessous du prix du marché. À minima, vraiment. Et donc, ben, c'est assez intéressant parce que du coup, comme tu dis, enfin bon, il y a de l'engouement, ok. Il y a de la spéculation, ok. Est-ce que maintenant on a plus d'utilisateurs, comme tu semblais Oui, vouloir le dire? Est-ce qu'il y oui, a pour plus le de coup, oui. visiteurs? Oui. Il y a plus d'utilisateurs, un effort constant sur les performances, parce que si vous y allez, vous verrez que ça lag, quoi. Mais ça lag moins qu'avant. Et surtout, il y a de plus en plus de gens en même temps. Il y a- ce qui, ce qui est le plus fréquent, c'est donc les réunions, hein. Donc que ce soit pour regarder un stream ensemble ou un concert. Et du coup, ça monopolise beaucoup de gens au même endroit. De plus en plus, on peut rassembler de plus en plus de gens. Il y a un an, vous mettiez 40 personnes côte à côte, qui refresh un peu souvent, ça causait des crashs. Aujourd'hui, on peut être 500. 500 en même temps au même endroit. Parce que c'est pas la même chose que d'avoir 500 personnes partout, un peu partout dans le monde. C'est vraiment le côté multijoueur qui fait la guerre.
Ok, mais tu veux dire que par exemple, quand tu as lancé un bâtiment, quand le client te propose de créer un bâtiment une fois que tu délivres, en fait, le client organise un vernissage, en fait, comme dans une galerie réelle. Ah, tout à fait, Et là, ouais, tout c'est à ça, fait. et C'est fait très vivre. très fréquent. Ouais. C'est même mandatory, j'ai envie de dire. C'est tout le temps. Souvent même, il y a un côté, on cache le projet avant qu'on le dévoile. Ça, c'est pas tous les clients, mais il y en a qui veulent ce genre de choses. Euh, donc à chaque fois que j'ai fini ma journée de travail, j'enlève ce que j'ai fait. Bon, je peux le remettre ensuite facilement, mais du coup, je fais comme s'il y avait rien, quoi. Mais non, je vois ça quasiment tout le temps. Tous les soirs, il y a un truc, voire deux trucs en même temps. Récemment, il y a eu un collectif qui s'est créé qui organise des rave parties. Donc eux, ils demandent à des gens de leur prêter des endroits et en gros, ils font une fête agressive à cet endroit avec un lieu qui est donné au dernier moment et ils créent, euh, ils créent la déco vraiment à l'arrache complètement. Enfin, il y a plein de concepts comme ça qui voient le jour. C'est génial, j'adore. Et j'avais une question. Quand, par exemple, tu construis, ok, une super galerie, etc., comment ça se vend ensuite sur le marché secondaire? Est-ce que tu vois Non, justement non, les non, parcelles à il nu? n'y a pas de ça. Il Donc les n'y a gens pas de achètent toujours des ça, parcelles à ou en nu. tout cas, cette composante n'est pas pour l'instant prise en charge techniquement. Au sens où le token qui compte, c'est le token de la parcelle. Si tu revends ta parcelle, bon, bah, ce qu'il y a dessus, tant que c'est pas enlevé par le nouveau propriétaire, ça reste dessus. Donc théoriquement, tu peux vendre des installations. Maintenant, il y a toujours cette composante de l'hosting, qui est la même que pour les NFT d'ailleurs. C'est où sont les médias, où sont hostés, comment ils sont hostés, où ils sont hostés. Et ça, tu n'as pas de garantie avant achat. Sauf Ok. si quelqu'un te la donne, bien entendu. Mais moi, aujourd'hui, sur tous les projets que j'ai vendus, c'est hosté correctement, mais il n'y a aucune garantie que ça tienne 200 ans. Mais c'est intéressant parce que dans le métavers, du coup, il faut expliquer, c'est un petit peu comme dans la vraie vie. Ce qui va définir le prix d'une parcelle, c'est le lieu, en fait. C'est location, location, location. Si vous êtes dans le centre et que vous avez des voisins hyperactifs, etc., votre parcelle vaudra plus de sous. Et donc, on reproduit un petit peu les mécanismes économiques qu'on retrouve dans le marché de l'immobilier traditionnel, on va dire. Et donc, c'est pour ça que je trouve ça surprenant, ou je pense que ça va évoluer, c'est justement cette notion de fonds de commerce, en fait, que si tu as un bâtiment, tu vois, qui a de l'attraction, Ou enfin tu es à voilà, où côté de tu crées gens un qui en ont, jeu, ouais, tout simplement. exactement, tout simplement. Mais c'est vrai qu'avoir un fonds de commerce, du coup, et revendre pas juste la parcelle, mais aussi ce qu'il y a dessus, je trouve que c'est intéressant. Mais si tu me dis qu'à l'heure actuelle, ça se fait pas, ben, c'est qu'il va falloir le faire Non, mais à ça se l'avenir. fait, ça se tente. Moi, il y a eu plusieurs gens qui ont vendu des parcelles, qui ont vendu des bâtiments, mais là où je veux en venir, c'est qu'il n'y a pas de token qui représente la création sur l'espace donné. C'est ça que je veux dire. C'est associé, mais c'est associé d'une manière bâtarde pour l'instant. Et tu penses que ça va évoluer justement et qu'ils vont peut-être créer un autre NFT qui pourra se plugger sur ce NFT de parcelle? Euh, Moi, je pense que la manière de solutionner ce problème, c'est d'une certaine manière que chaque asset présent soit un NFT, mais ça devient une usine à gaz sans nom pour la création, en fait. C'est un compromis qu'il faut trouver entre ce qui est possible techniquement et ce qui est faisable. Est-ce que le token, ça serait pas une sauvegarde d'une archive, de tout comment ça se met en place? Ça pourrait dans une certaine mesure, parce que par exemple, sur CryptoVoxel, les sauvegardes, elles sont en JavaScript. Donc théoriquement, ce code JavaScript, il pourrait être tokenisé. Donc oui, si CryptoVoxel dit vous avez maintenant une option pour tokeniser le contenu de votre parcelle, bon bah ça devient une application, mais ça implique aussi de faire un snapshot à un moment donné. C'est-à-dire que bon bah la parcelle est comme ça à un instant T,
Et si je la change et si elle évolue, il faudra que je reminte ou enfin voilà, il y a toutes ces problématiques-là très techniques qui interviennent. Mais Alors, Hogar, je suis sur ton Twitter et je vois que ce qui est très amusant d'ailleurs, c'est que tu as ouvert ton propre bureau d'architecture au sein de CryptoVoxel. Donc, tu as ton propre bâtiment avec à ton nom et qui est d'ailleurs dans un style assez fusion, quoi. Moi, j'ai retrouvé de l'art un peu japonais, j'ai retrouvé quelque chose comme un temple bouddhiste, etc. C'est assez intéressant. Donc, ma question, c'est, tu es visité maintenant par des clients qui viennent dans ton bureau d'architecture virtuel ou tu es contacté via Twitter tout simplement? ça, ça arrive ça peut arriver comme ça, effectivement. Ça arrive souvent par Twitter. Ça arrive sur CryptoVoxel, on peut m'envoyer un mail, donc ça arrive par mail. Sur mon site aussi, mais ouais, plus souvent Twitter, quoi. Mais effectivement, de faire ce bâtiment, c'était l'occasion de faire un musée pour soi-même. C'était cool. Ça m'a permis aussi de faire un point sur tout ce que j'avais fait. Là, aujourd'hui, je pourrais remplir je le concevrais différemment parce que je pourrais remplir le second étage de création aussi. Je crois que j'ai fait à peu près une quarantaine, entre 40 et 50 projets. Et, ouais, effectivement, t'as tapé correctement au niveau des inspirations. C'est marrant parce que beaucoup de gens, au début, m'ont demandé des trucs d'inspiration asiatique, alors que je n'ai pas spécifiquement d'affinité pour ça, contrairement à des gens qui auraient des fascinations pour le Japon ou la Corée, par exemple. Mais moi, c'est pas spécifiquement mon cas. Mais beaucoup de gens veulent ce type de choses. Juste pour revenir sur le point d'avant où on parlait justement de tokeniser les actifs qui sont sur les parcelles, est-ce que sur CryptoVoxel, il y a ce système comment dire, enfin, il y a un système d'avatar du coup pour se représenter. Est-ce que les collectibles, enfin, ou les wearables, merci, enfin, je cherchais le mot, les wearables, donc je ne sais pas comment ça peut être traduit en français, mais en gros, les habits Oui, c'est ça, des avatars, les skins. les skins, ouais, les skins de mes skins, est-ce qu'ils sont aussi sous NFT? Ouais, ça, ouais. Ça, pour le coup, effectivement. Ok, et ça, pour le coup, c'est un sujet qui va intéresser pas mal de monde, je pense. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Comment ça se passe si je veux sortir des vêtements sur CryptoVoxel? Est-ce que tout le monde peut le créer? Est-ce que il faut payer? Comment ça se passe? Alors pendant longtemps, c'était centralisé chez CryptoVoxel. Maintenant, je crois que ça l'est plus et que c'est essentiellement sur Matic, Polygon Matic. Donc, je crois que je sais plus exactement comment il faut s'y prendre. Parce que moi, dès le début, cette histoire me gênait. Parce qu'au début, c'était centralisé. Ensuite, ça a été, il y a des gens qui ont eu le droit d'en faire, mais c'est sélectionné du coup. Et maintenant, je crois que c'est tout le monde qui a le droit d'en faire. Bon, donc peut-être que je vais me intéresser à la question, mais en tout cas, que ce soit pour Decentraland, CryptoVoxel, Sandbox, on peut créer des assets et vendre des assets euh, c'est encore plus vrai sur Sandbox, par exemple. Sur Sandbox, tout ce qui va être placé est un asset. Donc là, on est vraiment dans la création de n'importe quoi, de meubles, de vêtements, de monstres, de plans de décor, de portes, de, et ensuite de les monétiser. Sur Decentraland, c'est le cas aussi avec les wearables. C'est une feature assez constante. Maintenant, ce qui varie, c'est quel est le processus pour le faire. Il y en a qui sélectionnent, il y en a qui sélectionnent pas, il y en a qui, au début c'était sur Ethereum, ensuite c'est passé sur Matic. Il y a des gens qui font que ça, par exemple, qui vendent que des vêtements, des chaussures, qui font des défilés de mode. Il y a des applications de ce type. Ouais. Ah, Ben oui. c'est génial. Ah, pardon, Florent, j'en profite pour dire à l'assistance que tout le monde peut lever la main. Si vous avez une question à poser à Hogar ou à quelqu'un qui est sur scène, ou si vous avez un partage d'expérience, n'hésitez pas, on vous accueille sur scène, on vous donnera le micro.
Et puis, je voulais poser une dernière question pour ma part à Hogar, c'était est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui, une activité qui te rémunère suffisamment pour en vivre? Et si c'est pas le cas, est-ce que tu prévois dans les années à venir de faire plus que ça? Et est-ce que ça peut devenir une activité, un nouveau métier accessible à tous les designers finalement? Oui, je pense que ça deviendra une nouvelle forme de web design en fait. C'est-à-dire que le web design classique 2D, je pense qu'on est allé au bout. Maintenant, c'est de rajouter de la dimension 3D et parallèlement à ça, rajouter la dimension de réalité augmentée. C'est-à-dire que ces bâtiments soient aussi visitables en vrai, des endroits, même s'ils sont pas là. Euh, mais oui, moi je me rémunère, je gagne bien ma vie, et je pense que c'est clairement un métier qui va se développer dans le futur parce qu'il y a une demande qui va se créer. Il y a des gens qui voudront leur salle personnelle brandée sur Facebook. Il y aura des applications centralisées à mon métier et décentralisées. Il y aura des gens qui feront ça ensemble avec quelqu'un qui code, quelqu'un qui design et on fait soit un jeu, soit une expérience scriptée, soit une narration, du coup rajouter un narrateur, enfin, faire des voix off. Enfin, oui, on crée on crée des médias, on crée des métrages, on crée des endroits. Donc il y a toujours ces applications de la vidéo, de la 3D, de la 2D, du visuel, de la photo. C'est juste maintenant on est sur un écran, quoi. Et c'est marrant parce que il y a pas mal de collègues à toi, on va dire, ou concurrents, qui se mettent en groupe en fait. J'ai vu qu'il y avait pas mal de collectifs qui bossaient ensemble. Toi, c'est pourquoi tu as choisi c'est par désir de liberté ou c'est que tu n'en as pas forcément besoin d'autres compétences complémentaires, on va dire? Non, c'est juste que j'ai voulu aborder ça moi, je fais aussi des NFT parallèlement à ça. Donc, j'ai une activité d'artiste, donc j'ai abordé ça comme un artiste. Je suis un artiste, je fais d'une certaine manière ce que j'ai envie de faire. Euh, je fais des collaborations, je participe à des activités de collectif, mais en tout cas pour la construction, je vois ça comme chaque construction est une œuvre. Je vois pas ça comme quelque chose de technique ou d'un objectif de représenter techniquement la réalité, par exemple. Ça, c'est pas un de mes objectifs. Donc, ouais, et puis une certaine liberté complètement. Moi, c'est vrai que j'ai toujours travaillé dans le jeu vidéo, mais j'ai un travail un peu plus traditionnel avec une hiérarchie, une société, des gens autour de moi, des gens sous moi, des gens au-dessus de moi. Et c'est vrai que toute cette responsabilité, d'une certaine manière, autant d'avoir une responsabilité envers des gens dont tu es responsable, tout simplement, parce que tu es leur supérieur. Donc effectivement, ça te donne un levier pour accroître ta productivité, mais ça te retire une part de liberté qui est essentielle, qui permet aussi de ne pas avoir la même charge mentale vis-à-vis des gens, la même peut-être culpabilité, ou en tout cas une forme de réflexion constante vis-à-vis de ce que tu as fait, et de comment tu es considéré par autrui, et de qu'est-ce qu'il va falloir faire pour mettre les gens dans les meilleures dispositions. Euh, c'est un peu comme avoir des enfants ou un animal de compagnie. Enfin, c'est épuisant en fait. Et si t'es pas rémunéré en conséquence de cet effort que tu fais, je pense que une fois que tu t'es épanoui en le faisant, tu as l'impression d'être arrivé au bout. Ça reste assez limité. Tu tournes en rond. Et j'avais un peu de mal avec ça. Ouais, donc tu as décentralisé ton job, quoi. Ouais, voilà. Non, mais j'ai complètement repris possession de mon emploi du temps, de ma manière d'aborder les choses. J'ai été entrepreneur aussi, donc c'est une autre forme de travail. Mais
Là, je suis plus un artisan en fait. Je suis vraiment chez moi, je fais des trucs. Et si j'ai pas envie, bah, je pars en vacances une semaine. Et ensuite, je bosse pendant un mois, mais les week-ends compris, et il n'y a pas de problème. Enfin, c'est un artisan. Ouais, un artisan, un indépendant, en fait. Et en plus, tout est effectivement conçu par des machines, donc tu peux faire ça dans n'importe quel pays, dans n'importe quel endroit. Et c'est vrai que c'est une façon, tout comme moi en tant qu'artiste NFT, mais en discutant avec d'autres artistes, on s'aperçoit que cette liberté incroyable de pouvoir faire de la création digitale de n'importe où, que l'on puisse ensuite, par une simple connexion Internet, se relier à la blockchain, vendre ses créations, à la fois acheter d'autres créations. Avec la crypto-monnaie, on fait donc des échanges d'argent de portefeuille à portefeuille entre les personnes, etc. Tout ça donne une liberté incroyable et immense grâce au digital. Mais dernière chose sur le métaverse, c'est parce que le métaverse est sur la blockchain que, en connectant un wallet, on peut donc sécuriser tout ce que tu fais sur la blockchain, puisque tout ce que tu fais donc sur CryptoVoxel est sécurisé, encadré par une blockchain. Et à terme, sur CryptoVoxel, il y aura aussi un token, j'imagine, pour te rémunérer directement ou pour pouvoir accéder à un musée dans le monde virtuel de CryptoVoxel. On pourra payer un ticket d'entrée, par exemple, on pourra acheter une place de concert, on pourra rentrer dans les rave parties et acheter un wearable, enfin acheter un skin, par exemple, ou alors un t-shirt de l'événement. Et les possibilités sont juste inouïes, quoi. Bah, c'est la réalité, mais en pas réel, quoi. En moins tangible. Bon, j'attends que des mains se lèvent. Si vous avez une question à poser à Hogar, l'architecte des métavers, a priori, on ne connaît que toi, Hogar, mais comment dans la corporation, est-ce que... Je sais pas si c'est moi qui ai des problèmes de connexion Non, ou... je crois que c'est Benjamin. On Ok. t'a un peu perdu, ça a un peu saccadé Benjamin, mais t'inquiète pas, on a Brian qui arrive sur scène. Si on arrive à le faire monter. Ouais, je suis désolé Brian, j'essaie de te faire monter, j'arrive pas. Souci du direct. Mais ouais, je pense que le... Ah, attends, on réessaye. Ouais, je pense que le sujet des wearables, ça va être une énorme tendance dans les prochains mois, parce qu'on voit déjà l'engouement qu'il y a autour de cette, enfin de ces projets PFP, enfin ces projets euh, de, d'avatars, on va dire, qui sont générés algorithmiquement et qui, du coup, permettent de créer des NFT qui sont uniques, mais qui font partie d'une même collection. Et donc, on voit beaucoup, il y a cette tendance avec les CryptoPunks, les Bored Ape, etc. On voit cette tendance qui est en train de se démocratiser, où, voilà, les gens ont besoin d'appartenance et donc ils veulent un personnage qui ressemble ou qui fait partie d'une collection ou d'un même groupe d'individus. Et je pense que ça va être la même chose sur, sur les différents métaverses. En fait, c'est vu que ça représente qui on est en quelque sorte, on va aussi avoir ce besoin d'appartenance au sein même de ces mondes virtuels parallèles. Et donc que de plus en plus de monde va vouloir personnaliser son personnage. Le plus de temps en fait on passe dans ces univers, le plus on a justement le besoin et l'envie de personnaliser notre apparence parce que c'est qui on est au final. Il n'y avait pas de question. J'essaie Mais de faire monter Brian, qui a toujours, qui intervient régulièrement dans notre room, mais je vois que techniquement, ça ne marche pas. Mais bon, on peut, il n'y a plus que quelques minutes. On peut nous-mêmes, Florent, si tu veux conclure avec Hogar aussi, hein. Bah, moi, je pense que de toute manière,
on commence par Facebook qui lance sa crypto-monnaie, on finit par les différentes applications du métaverse. Il y a clairement une tendance de démocratisation de l'utilisation de la crypto et des NFT. Aujourd'hui, on appelle ça la crypto et les NFT, mais bientôt on appellera ça l'argent et les tickets de caisse. Euh, et donc, il y aura des applications centralisées, décentralisées. Il y aura des choix à faire, des choix en termes d'investissement, des choix en termes de sécurité, des choix en termes de loi. et, euh, et voilà, pour moi, c'est un sujet primordial et c'est un des plus gros sujets, je pense, de la décennie à minima du siècle. Je pense que c'est une révolution. C'est une révolution déjà d'une part de 2000 ans de finances et aujourd'hui c'est une révolution artistique, technologique. Ça change aussi la capacité des gens à créer du business, la capacité des gens à interagir avec des gens qui sont très loin d'eux et avec qui ils n'auraient pas forcément pu faire affaire ou pu rencontrer. Euh, et c'est un sujet commun à l'humanité, je pense. Et je pense que le Salvador s'en rend bien compte aussi, parce que le Salvador, c'est pas le pays le plus riche du monde. Donc, voilà, c'est la conclusion, ma conclusion. Ouais, super, on parlera de politique et de Bitcoin à une prochaine room. Brian est sur scène. Salut Brian, tu veux poser une question? Salut, bah ouais, écoute, c'était juste pour revenir sur comment j'avais levé la main, tu parlais du fait qu'on te mettait un peu dans la boîte d'un architecte au gars. Et en fait, d'une discussion que j'ai eue avec une personne qui était un peu architecte dans la vie sur le concept des métaverses, etc., je me suis rendu compte, et dans la discussion aussi que vous avez eue pendant toute cette heure-là, à quel point finalement il y avait une partie de plus de web design, tu as utilisé différents termes pour faire référence à ton travail. Et je vois même qu'il y a des architectes voxels, du coup, c'est comme ça que je les appelle, comme Mad Maraka, qui fait des choses plus dans la sculpture. Toi aussi, j'ai l'impression que parfois tu vois ton travail plus comme quelque chose de la sculpture que un travail d'architecture, ou du moins que tu réfléchis aux usages que les gens en font. Et je trouvais ça intéressant. Et entre-temps, j'ai un petit peu oublié ma question qui était peut-être un peu plus précise que ça, mais c'était sur ouais, si tu avais peut-être à la limite quelques personnes qui font le même genre de travail que toi, dont tu te prends inspiration, ou du moins que tu suis et avec lesquels tu travailles, ça m'intéresserait parce que je connais que toi et Man Maraka en fait qui se disent voxel architectes, qui font du travail, qui font un travail que je connais. Enfin, il y a Alota aussi, il y avait aussi Iscopy qui a pas un peu de voxel, mais voilà, si tu as des petits noms d'artistes pour nous, des choses comme ça. Je suis preneur. Euh, alors, Mad Maraka, Marie, c'est quelqu'un effectivement que j'apprécie beaucoup et avec qui je travaille. Alota Monet, comme tu as pu le citer. Ensuite, il y en a d'autres. Skinny, Punch Arc, Bulo. Il y a bien une série de 10 gros noms de gens qui construisent dans CryptoVoxel. Après, les gens qui ont construit dans le CryptoVoxel, des artistes qui ont fait des installations, il y en a des centaines. Sur les autres métaverses, il y en a aussi beaucoup. Sur le Sandbox, il y a énormément de gens qui sont implantés là-bas. Decentraland, beaucoup d'applications aussi, mais même le plan de développement. Euh, et comme je disais, je pense que c'est clairement un métier qui va devenir un métier classique de design dans le futur. Hein. Effectivement, les gens, dans un premier temps, naturellement font des bâtiments sur ces parcelles, mais il y a toute une frange de gens aussi qui approchent ça de différentes manières, comme tu as pu le dire, soit de la sculpture, soit de l'installation artistique, ou soit tout simplement on fait un truc délirant, quoi. On rentre dans un animal, ou on crée une statue gigantesque qui vient une forme de bâtiment que tu explores de bas en haut, ou faire une tour de Babel. Enfin, il y a énormément de. Tout est possible. Donc, tout est à proposer. Mais énumérer toutes les possibilités, c'est vaste. Ouais, ben merci beaucoup, Hogar, pour cette réponse et puis pour toutes ces perspectives d'avenir que tu as tracées. C'est vraiment génial. Je suis tellement ravi d'avoir participé à cette room sur ton travail, sur l'architecture dans les métaverses. Il est 19 heures. Avec Florent, on essaye toujours
de s'arrêter pile à l'heure, de commencer aussi pile à l'heure pour vous parler de ça pendant 1 heure. Et on va arrêter maintenant, si tu le veux bien, si vous le voulez bien. Comme ça, on va vous donner envie de revenir mardi prochain à 18 h pour parler de l'art du NFT. J'en profite pour faire ma petite pub perso. Je vais lancer donc une formation de 3 heures sur les NFT, l'art et les NFT. Donc pour ceux qui sont novices ou pour ceux qui veulent vraiment faire un tour d'horizon de tout ce qui s'est passé ces 8 derniers mois, cette formation est pour vous. Je vais en parler sur mon Twitter, sur Instagram. Et puis le mardi prochain, on sera au rendez-vous, fidèle au poste avec Florent. Voilà, je vous laisse. Florent, si tu veux ajouter un petit mot. Non, t'as tout dit. Écoute, je te laisse faire ta promo. Et bonne soirée à tous. Merci d'avoir participé. Merci d'être venu au Gard. Et c'est un plaisir comme à chaque fois. On va sûrement rester dans le thème du métavers la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à revenir. Et voilà, on vous fait des bisous. Et à la semaine prochaine. Allez, à Bonne soirée à bientôt. vous. Au revoir. Salut, salut Hogar, merci. Salut Brian. Ciao, ciao.